Bien. Vous êtes sans doute étonné de l'absence du lieutenant Badger à ce briefing. Le lieutenant a été réaffecté à des opérations, disons, plus en accord avec son tempérament naturel. J'y ai personnellement veillé. Bien, désormais c'est moi qui assurerai donc les interventions et les briefings de votre formation. Je n'ai pas besoin de connaître mon identité ni les services pour lesquels je travaille. Sachez simplement deux choses. Je suis de l'entourage direct du président Kennedy et vous me connaîtrez sous le nom de Mr. Norfen. Bien, nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ce sujet, c'est une île très proche et qui commence à poser sérieusement problème. Cette île, c'est l'île de Cuba. En effet, il y a depuis peu des événements qui nous obligent à reconsidérer notre présence et notre attitude envers le gouvernement cubain. Pour que vous puissiez comprendre les éléments en jeu, je vais revenir un petit peu sur l'histoire proche de Cuba et nos intérêts, la façon dont nous entendons les conserver. Bien. Cuba, vous le savez, est issu de la colonisation espagnole, l'ancienne colonie, mais depuis la fin du 19e siècle, elle est sous l'influence directe des États-Unis. Nous y veillons à conserver nos intérêts financiers, en particulier dans les secteurs agricoles, industriels et touristiques. Les cannes à sucre, qui représentent 80% de la production agricole de l'île, sont majoritairement entre les mains de capitaux américains. Un système latifondiaire de très grands champs appartenant à des compagnies ou à des individus, mais qui reste sous pavillon américain. Nous contrôlons donc une bonne partie des exportations agricoles de l'île. De la même façon, les jeux, les casinos en particulier à La Havane, qui est une destination touristique majeure, eh bien, sont soit directement sous le contrôle de capitaux américains, ou sous le contrôle de la mafia avec lequel nous avons un certain nombre d'accords. Ce qui va nous intéresser ici plus précisément, c'est la question politique, même si elle est évidemment intimement liée. Bien. Depuis environ le début du XXe siècle, vous avez eu une succession de dictateurs cubains, mais celui qui nous intéresse se nomme Batista. Batista a d'abord été un militaire, il a participé à une sorte de coup d'État sans y être ensuite directement investi. Il a par la suite été élu président de la République, ne s'est pas représenté et lors d'un second coup d'État a pris le pouvoir pour installer une dictature. Cela nous allait parfaitement dans la mesure où il a préservé les intérêts américains et s'est même montré un allié plutôt fidèle. Voilà la situation. Mais les choses ont un petit peu changé, vous le savez, dans le contexte de la guerre froide, les choses se sont légèrement, disons, compliquées. En effet, l'île a été le théâtre d'une révolte, dans l'Est en particulier, avec à sa tête un homme, Fidel Castro. Un certain nombre de ses lieutenants ne sont d'ailleurs pas tout à fait inconnus, un certain Ernesto Guevara, dit le Che, qui participe également activement aux opérations. Cette révolte ou cette rébellion, peu importe le nom, eh bien, a abouti puisque Batista a été obligé de fuir le pays et Fidel Castro a pris le pouvoir. Soyons clairs, les idées de Fidel Castro ne sont pas exactement en rapport avec les nôtres. Il a, par bien des égards, une dimension socialisante qui nous déplaît fortement. Cependant, il faut quand même nuancer légèrement les choses. En effet, Batista était un dictateur corrompu et mal aimé. Autant dire que la préservation de nos intérêts pouvait se trouver compliquée par cette situation et que l'arrivée d'un nouveau pouvoir n'est pas nécessairement un obstacle à la préservation des intérêts américains. Voilà pourquoi nous surveillons de près le pouvoir de Castro. Or, celui-ci a mis en place un certain nombre de mesures qui sont particulièrement problématiques et qui nous poussent à intervenir. Premièrement, il a mis en place une nationalisation
des terres agricoles dans une logique de redistribution et de captation par l'État des profits. Évidemment, c'est une façon directe de spolier les intérêts américains. C'est donc inacceptable. Il a également, et c'est beaucoup plus problématique, opéré un rapprochement avec l'Union soviétique, rapprochement qui est pour l'instant principalement politique et commercial, qui sans être majeur est suffisamment important pour être inquiétant. N'oubliez pas que Cuba est à une petite distance des États-Unis. Il est évidemment hors de question que Cuba devienne la porte d'entrée de l'Union soviétique dans l'espace nord-américain. Voilà pourquoi nous avons décidé, la CIA, le FBI et moi-même, et principalement la CIA et moi-même, d'opérer directement sur le territoire cubain. Nous avons donc monté une opération avec l'agrément du président Eisenhower. Cet agrément a été reconduit par le président Kennedy. L'opération aura donc lieu dans quelques jours directement. Le briefing de l'opération vous sera fait par le lieutenant Badger lui-même, qui est donc sur le terrain pour la préparation de cette opération. Nous nous retrouverons donc pour un prochain briefing pour faire le point sur les résultats de cette opération. Bien, je coupe les communications. Eh, José, écoute, les poissons qui sont dans l'océan, ils se promènent, et puis toi, il y en a un moment, il en a marre, et puis il dit, bon, on rentre là, je commence à avoir froid. Et l'autre, il répond, ouais, t'as raison, je me les caille. Ouais, elle marche la caméra? Ah oui, elle marche. Salut la bleusaille, c'est lieutenant Badger. Comme vous pouvez voir, on a changé de bureau, et c'est plutôt pas mal. Bon, je vous explique le topo, parce que je crois qu'on a reconnu mes qualités professionnelles et on m'a confié une mission de la plus haute importance. Je vous explique ça tout de suite. Bon, vous connaissez la situation. Depuis 1959, à Cuba, il y a eu la révolution, nouveau pouvoir, Fidel Castro. Ça sent pas très bon. Donc il faut préparer un coup et on est là pour ça et vous êtes là pour ça. Ok? Alors je vous explique le topo. L'objectif, c'est de se débarrasser de Castro. Nous, on n'en veut pas. La politique qu'il met en place, ça ne nous plaît pas beaucoup. Il se rapproche de l'URSS, c'est dangereux pour nous. Et c'est pour ça que notre groupe, il intervient. Nouveau groupe de la CIA, WH4. Ça claque, c'est normal, c'est les meilleurs. C'est pour ça que je suis là. Sinon, le plan, c'est quoi, concrètement? Bon. On ne veut pas intervenir, l'ONU des États-Unis. Avec l'URSS, j'avais un peu expliqué, hein, vous vous rappelez. On ne veut pas se taper dessus, donc... on ne peut pas intervenir, pas directement. Donc on va faire intervenir d'autres gens. Et ces autres gens, c'est qui? Eh ben on a tout ce qu'il faut sous la main. Au Nicaragua, on a des exilés cubains. Bah oui, tous les Cubains, ils sont pas pour Castro. Donc nous, on a un petit groupe d'exilés, et c'est eux qui vont faire le coup. Enfin, c'est eux. On dit que c'est eux, hein, parce qu'en fait, c'est nous, évidemment. Donc, le plan, c'est quoi? C'est pas d'envahir le territoire. Trop compliqué, trop de combats, c'est trop aléatoire. Nous, notre plan, il est génial. Franchement, je vois pas comment ça peut rater. Je vous explique. On a un petit groupe d'exilés cubains, on les fait débarquer, ça entraîne un mouvement anticastriste, hop, deuxième révolution, on dégage Castro et on met un gouvernement pro-américain. C'est simple comme bonjour, quasiment rien à faire, ça roule comme sur des roulettes. Mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Ça, c'est Cuba. Nous, on est là, au Nicaragua. C'est là qu'on s'entraîne, c'est là qu'on se prépare, ou plutôt, c'est là qu'on les prépare, les exilés cubains. Le plan, c'est facile, on débarque. Pourquoi ici? Ah, ça a plusieurs avantages. D'abord, il y a une baie qui permet d'accueillir le débarquement. C'est pas très loin de la capitale, la Havane. Donc, s'il y a des combats, ils vont vite en entendre parler, ça peut créer un mouvement de soulèvement qui va nous intéresser. Donc, le débarquement, il sera là, dans la baie des Cochons. Mais il y a des défenses quand même, ils sont prêts. Il y a des défenses anti-aériennes, il y a des soldats qui patrouillent. Donc il faut préparer le terrain. Pour ça, on a une idée de génie. Enfin, je dis on, hein, mais bon.
On a des bombardiers qui vont venir ici pilonner les défenses ennemies un petit peu avant le débarquement. Donc, pas de canon de DCA, et puis comme ça on prépare le terrain, quoi. Ça fait un débarquement qui est plus facile. Mais on n'a pas envie de se faire choper. Donc, idée de génie numéro 2, on a peint les bombardiers aux couleurs cubaines, comme ça on fait croire direct que c'est des exilés cubains, nous les Américains, on n'y est pour rien. Alors comme on a quand même moyen confiance, on a mis des agents de la CIA, je suis pas là pour rien à bosser dur, pour encadrer tout ce petit monde. Une fois qu'on a préparé le terrain et qu'on a débarqué, et bien là, on prend position sur les plages et on attend le soulèvement. Si jamais ça se passe pas trop bien, eh bien on revient et on rebombarde. Et puis le plan, c'est quand même de se dire, les exilés cubains, s'ils sont en difficulté, eh ben, ils font appel aux grands frères, à nous. Et là, on a une bonne raison d'intervenir. Hop, et on envoie l'armée et on remet tout ça d'équerre. Et le petit Castro, on le colle dehors. Enfin, franchement, avec un plan comme ça, je vois pas ce qui peut pas fonctionner. Moi, je trouve que, encore une fois, on a été super bon. Donc voilà le topo. Évidemment, c'est dans quelques jours. Je vous tiens au courant de ce que ça donnera. Allez, ciao. Ah, voilà. Bien. Nous sortons tout juste d'une crise extrêmement grave. Sans doute la plus importante que le monde ait connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il me paraît important dans le cadre de ce briefing et de votre formation de revenir un petit peu sur ces événements. En effet, tout débute par une opération que vous connaissez bien, puisqu'elle a été menée par votre ancien formateur, le lieutenant Badger, qui a depuis été réaffecté à des attributions plus en rapport avec ses compétences, disons. C'est le débarquement dans la baie des Cochons, débarquement qui fut un fiasco puisque les bombardements qui devaient détruire une partie de l'aviation castriste eh bien, n'ont pas réussi comme nous l'espérions. Et certains de ces appareils ont donc pu abattre un appareil de notre opération, appareil qui certes était peint aux couleurs cubaines, mais que la CIA avait eu la bonne idée d'accompagner par des pilotes américains, prouvant par conséquence eh bien, l'implication des États-Unis dans l'opération. Ce fut évidemment un fiasco aussi bien militaire que diplomatique, et notre président Kennedy en assuma la pleine responsabilité, mais sortit évidemment affaibli par cette crise. La conséquence la plus directe fut le rapprochement, disons, accentué entre Cuba et l'Union soviétique, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que nous souhaitions, puisque nous voulions le renversement de Fidel Castro pour mettre un régime pro-américain. La deuxième partie de la crise intervient un petit peu plus tard, puisque un avion espion américain va observer la mise en place de missiles sur l'île de Cuba, missiles vraisemblablement soviétiques. Or, Cuba est à 150 km des États-Unis. Ces missiles ont donc la capacité à frapper directement le territoire américain. C'est une menace sans précédent et évidemment inacceptable. Alors certes, les États-Unis avaient installé en Italie et en Turquie des missiles pouvant toucher le territoire soviétique. Certains considèrent donc que Khrouchtchev, le dirigeant de l'Union soviétique, a donc en quelque sorte rétabli la balance. Mais de notre point de vue, c'est évidemment inacceptable. Le président Kennedy a donc pris des mesures extrêmement fortes en décidant le blocus total de l'île de Cuba. D'abord, blocus évidemment du matériel militaire, mais ensuite de l'aide soviétique qui devait arriver. Or, cette aide a pris la forme d'un convoi de cargo, une trentaine de cargos accompagnés de sous-marins. Ces cargos avaient donc pour destination Cuba, livrant vraisemblablement du matériel militaire, et en particulier un certain nombre de missiles. Le blocus était déterminé par une ligne que les navires soviétiques avaient donc l'interdiction de traverser. De leur côté, les Russes ont affiché leur détermination en indiquant à leurs navires le fait de continuer de traverser cette ligne, y compris en coulant les navires cherchant à les arrêter. Pour autant, certains de ces cargos, les premiers arrivés, sont stoppés sur la ligne, stoppés non pas par la flotte américaine, mais stoppés par eux-mêmes, attendant des ordres, craignant un peu le déroulement des événements. Un certain nombre de sous-marins, en revanche, sont passés, étant là directement pris en charge par des torpilleurs américains essayant de les retrouver. C'est donc une chasse qui s'organise.
Or, ces sous-marins sont largement soupçonnés, et je pense que nous en aurons la preuve un jour, qu'ils portent des missiles nucléaires. Ils sont donc évidemment une menace, d'où la nécessité d'intervenir très rapidement sur ces sous-marins. Les cargos, en revanche, eux, ceux qui ont pu passer, étaient principalement du matériel civil, donc sans conséquences graves. Cette tension, ce pic même de tension sur la ligne, va se trouver accentué par les déclarations aussi bien du président Kennedy, qui réaffirme sa volonté de bloquer toute arrivée, et que des Russes qui, au contraire, souhaitent montrer la détermination soviétique pour ne pas perdre la face face aux Américains. Ce pic de tension va être progressivement écarté face au danger d'une guerre nucléaire, de la Troisième Guerre mondiale, qui était tout à fait possible, puisque progressivement, par l'intermédiaire d'un certain nombre de messages et de communications, Nikita Khrouchtchev va s'engager à retirer les missiles de Cuba en échange de la promesse américaine de ne pas envahir l'île, comme la baie des Cochons avait pu le laisser penser. De la même façon, les Américains s'engageaient également à démanteler leurs missiles en Turquie et en Italie. En un temps très court donc, une année, octobre 1962 principalement, c'est-à-dire les quelques jours qui nous précèdent, nous avons pu voir le monde sur une crête. En quelque sorte, le basculement était possible. Ce qui nous attend n'est pas sûr, mais les signes que nous pouvons percevoir déjà sont ceux d'une détente entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est-à-dire probablement une baisse des tensions, l'installation prochaine d'une ligne directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, c'est-à-dire entre le président des États-Unis et le dirigeant de l'Union soviétique, afin d'éviter une autre crise de ce type, peuvent le laisser penser. Voilà pour la crise dont nous sortons. Évidemment, il faudra en tirer d'autres enseignements par la suite, cela est trop récent, mais il semble important que vous ayez tout cela en tête quand vous réfléchissez au contexte global dans lequel nous agissons. Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer les messages et les signes que cette crise nous a envoyés. Bien, je mets fin donc au briefing, je vous retrouverai un peu plus tard. Je dois organiser une sortie du président à Dallas pour les mois à venir. C'est une tournée extrêmement importante dans le cadre de sa probable réélection. Donc je vous tiendrai au courant pour les prochaines opérations. Fin des communications.